Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le remaniement ministériel tant attendu n'a pas pour autant bouleversé les donnes. Alors qu'on attendait un nouveau gouvernement constitué des barons de la classe politique nationale, nous avons eu droit plutôt à une nouvelle équipe plus technique que politique. Retour sur les entrées, les sorties. Le gouvernement passe désormais à 23 membres. Un imbroglio sur le cas Pascal-Irénée Koupaki, un décret additif l'a confirmé à son poste. La constitution béninoise le permet certes, mais quel message le président Talon envoie effectivement à travers ce décret Pascal-Irénée Koupaki, renforcé ou fragilisé, où nous ferons le débat dans un instant avec Kader Achirou et Roch Rouanou, directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. La une des journaux sera présentée ce lundi matin comme d'habitude par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons le remaniement ministériel et le géant meeting effectué par la coalition Bénin en route. Dans les sports, nous parlerons de l'USAUFC qui domine la jeunesse athlétique de Cotonou. Nous donnerons quelques résultats des 5 grands championnats, Dans un instant, donc, dans les sports, Anifat Boukari, vous êtes installé pour nous présenter le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Ce matin, on parlera du remaniement ministériel qui fait la une des journaux et bien sûr d'autres informations complémentaires. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La Nation pour démarrer cette une des journaux, Kader Achirou. Évidemment, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre en manchette ce jour: remaniement ministériel, décryptage du gouvernement 2 de Patrice Talon. L'Informateur informe gouvernement 2 de Patrice Talon les vraies raisons de la relecture d'une équipe de 18 mois, Modeste Kéréko, quand la politique rime avec la compétence. C'est une analyse du confrère de L'Informateur, toujours avec le quotidien béninois des forces générales et d'analyse d'Informateur. À VIP, comment se passeront les opérations? 6 raisons de ne pas y être opposé. La Nouvelle Tribune, deuxième gouvernement de Patrice Talon, fiasco pour la classe politique. Les dessous du remaniement, les fidèles amis conservent leur poste. 9 nouveaux ministres, 6 départs. Koupaki humilié, les partis politiques déçus. La montagne a accouché d'un cancre là, déclare Eugène Azatassou. L'Indépendant, premier remaniement ministériel à l'aide du nouveau départ. Les 3 messages forts de Talon au peuple béninois: poursuite des réformes, renforcement de la politique sociale, équilibre régional et politique. Matin libre annoncé par Matin libre, zoom 2 sur le deuxième gouvernement Talon. Matisse et Ounsou déplumés, Omeku prend du poids. Koupaki, la grosse polémique, équilibre régional respecté. La yaïphobie visible, crise PSD-RB, Talon jette enfin le masque. Illusion perdue du PRD, deuxième chance pour les fidèles. Fraternité, congrès de l'AND, Barnabé Dassigli sonne la grande mobilisation autour du président Patrice Talon. Les pharaons. Bicéphalisme à la tête de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Cette crise est déjà vidée. D'ici, Dr Charles Aynandou, Actu Express. Débat autour du franc CFA, Moïse Kéréko et les réformistes. Même combat. L'Indépendant. Adhésion à la coalition Bénin en route, Éric Akouté et son MJUDP désormais dans la barque du nouveau départ. Les Bénin intelligents, remaniement ministériel, la jeunesse au pouvoir. Paulin Akponan félicite Patrice Talon. Le choix de Odza Domeki est salutaire selon Prosper Gogoyi. L'actualité. Amélioration des conditions d'études en milieu scolaire. Le Lions Club Cotonou doyen offre des dons à l'école publique de Vossa le Génie. Grande campagne de Bénin en route autour du RAVIP du PAG. Éric Akouté mobilise Tofor pour Patrice
Talon, Tado Info, remaniement ministériel. Talon réajuste son équipe pour mieux satisfaire les besoins de la population béninoise. La boussole, nomination de Samou Seibou Adambi au gouvernement. Badavancier Charles Tokor remercie Patrice Talon et salue l'humilité des députés du groupe Agir pour la République. Les 4 vérités. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guyen, apprécie le remaniement ministériel. Talon est à l'écoute de son peuple. L'investigateur du jour, décryptage de la crise entre pharmaciens hier sur Canal 3 Bénin. Le show médiatique de Charles Aïnado sur fond de contre-vérité. L'Afrique en marge. Premier remaniement ministériel de la rupture. Un non-événement. La constitution violée par la nomination de Koupaki. Les éléments de Ajavon renvoyés. Aucun député dans le gouvernement. Les femmes en infériorité numérique. Le retour d'anciens ministres. First Info, toujours deuxième gouvernement du président Patrice Talon. Unanimité autour des compétences de Sir Koti, Samou Andambi, Maounyo Kakmo et Gasson Dossoui. Les 3 autres doivent faire leur preuve. Libération. Après le drame de Louo à Porto Novo, l'assainissement du secteur de l'essence frelatée a commencé à Cotonou. Le meilleur premier remaniement ministériel du chantre de la rupture. Le président Patrice Talon met en place son équipe de combat pour les législatives de 2019. Le potentiel remaniement ministériel, 3 ministères clés assis sur le social Nord-Sud quotidien. Toujours remaniement ministériel. Talon fait de l'accès à l'eau potable une priorité. La priorité à présent, ministre du Tourisme, de la Culture et des Transports, Osvaldo Meki, ou la prime à une jeunesse discrètement efficace. Le pays émergent, affaire de quittance contrefaite par le régime de la rupture pour ternir l'image de Ajavon Sébastien Germain. Les clarifications de maître Paul Kato-Atita pour confondre Talon et ses affidés. Deuxième gouvernement de Talon, une équipe technico-politique. C'est notre époque qui le dit. Nos coopérants, à 2 jours du démarrage du recensement administratif à vocation d'identification de la population, le maire Emmanuel Zossou sonne la grande mobilisation autour de Ravip à Porto Novo. La guérite pour finir. Règlement de compte sous la rupture vers la radiation des magistrats à Diaka et Ounsou. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Vous l'avez remarqué, certainement ce matin, les quotidiens sont parus. Donc, ce lundi matin, ils sont plus nombreux que d'habitude. Les quotidiens, l'Informateur, La Nation, le Béninois Libéré et d'autres sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous passons au journal. Présentation, Alifat Boukari. À nouveau, bonjour. Le président de la République, Patrice Talon, a formé son deuxième gouvernement composé de 22 membres le vendredi 27 octobre 2017 dernier. 9 personnalités ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, conserve son poste et devient ainsi le numéro 2 de l'exécutif. Il faut rappeler que Pascal Irénée Koupaki est maintenu à son poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence par décret numéro 2017-507 du 27 octobre 2017, signé par le président de la République du Bénin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlant toujours du remaniement ministériel, je vous invite à cet effet à suivre les appréciations de Joël Ataï Guédébé, expert en gouvernance. Le remaniement est assez important. On peut estimer qu'il y a une dizaine de départs contre autant d'arrivées. Fondamentalement, les équilibres sont respectés, la structure, l'architecture du gouvernement est maintenue, même si assez subtilement, il y a eu un léger redécoupage quand je prends la création d'un nouveau ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cela semblait s'imposer de décharger quelque peu la ministre de la fonction publique et du travail. À l'inverse, on voit la création d'un super ministère maintenant du sport, enfin des sports, de la culture et du tourisme. Donc on voit essentiellement le tourisme s'ajouter au département traditionnel du sport. L'expérience semble avoir été faite de 2006 à 2007 sous le président Yahi avec le ministre Théophile Mancho. Il reste à savoir ce que ça va donner et comment on va s'y habituer, de quelle manière la synergie va se créer au niveau de ce ministère. On aurait pu s'attendre à ce que les 3 ordres d'enseignement, c'est-à-dire le primaire, le secondaire
le professionnel et le supérieur, on aurait pu s'attendre à ce que ces trois ordres d'enseignement soient réunis sous la forme d'un unique ministère de l'Éducation. Manifestement, ce n'est pas encore le cas, conformément aux promesses du candidat Talon. Peut-être qu'il faut attendre la mise en place du Conseil national de l'éducation pour voir enfin l'existence d'un seul ministère de l'éducation. Dans l'ensemble, on peut dire aussi que politiquement, il y a quelques entrées symboliques comme celle de Mme Taïrou du PSD. Je crois qu'elle est la vice-présidente du Parti social-démocrate. Est-elle là au titre de l'Union fait la nation plus tôt? D'autant que M. Lazare Serruta, qui était coordonnateur de l'Union fait la nation ou coordonnateur adjoint, sort du gouvernement. M. Dossoui, qui vient au ministère de l'Agriculture, ou qui revient, puisqu'il fut ministre de l'Agriculture pendant quelques mois sous le président Yahi Boni. M. Dossoui est-il toujours membre de Force Clé? Est-ce au titre de l'Union fait la nation qui revient ou au titre de sa proximité avec le chef de l'État? Ce qui est sûr, c'est que M. Dossoui, déjà officiait à la présidence de la République, à la tête de l'Agence pour l'agriculture. Donc l'un dans l'autre, si je prends encore le retour du jeune ministre Modeste Kérékou à l'emploi, enfin au gouvernement d'abord, pour se charger désormais de la promotion de l'emploi et des PME, on peut y voir une forme de récompense pour sa gestion du FNPEJ et j'en passe. Voilà. Donc la dernière lecture politique qu'on puisse faire, c'est peut-être également celle du départ des trois ministres qui étaient réputés proches de M. Sébastien Adjavon. C'est ce qu'on peut dire avec la remarque que M. Koupaki, subtilement, n'est plus membre du gouvernement, tout en conservant le titre de ministre d'État et de secrétaire général à la présidence. Le Tic-Tank a tenu dans la matinée du samedi dernier à la Fondation Friedrich Ebert la 5e classe de son initiative d'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Pour ce numéro assez spécial, les discussions ont été axées sur le maintien ou la suppression du franc CFA. Ezaï TV y était et voici le compte rendu. Maintien ou suppression du franc CFA, enjeux, défis et perspectives est la thématique autour de laquelle s'est tenue la 4e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Et pour en débattre en toute autonomie, Moïse Kérékou, Alain Babatunde, Jaurès Sobossi et Syria Kedon ont été les 4 grands invités de cette initiative du think tank Génération les Vigilants. Étant donné que le franc CFA est déjà une monnaie communautaire, notre lutte consiste à ne pas sortir de cette zone monétaire, mais à sortir la France de cette zone monétaire. Purement et simplement, afin que la gestion de cette zone monétaire revienne entièrement aux Africains. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux vont partir juste après cette décision. Certes, la France y est pour quelque chose, mais si la France arrive à nous manipuler, c'est parce que nous le voulons bien ou parce que nous préférons servir nos propres intérêts que les intérêts communautaires. Parce que je reste convaincu qu'un dirigeant qui réussit le développement de son pays, qui sort des gens de la pauvreté, qui est égalitaire, qui fait créer de la richesse et une bonne répartition de ces richesses, aucune force extérieure ne pourra venir déstabiliser. Il est un secret de polichinelle que le franc CFA fait objet de polémiques, de controverses et de grands débats très passionnants en Afrique. Et pour une sortie de la zone franc CFA, notamment en Afrique de l'Ouest, les avis et opinions divergent compte tenu de plusieurs paramètres politiques, sociopolitiques, économiques et monétaires qu'il urge de prendre en compte pour une sortie réussie. La zone franc est une zone particulière. Comme il a dit, c'est la monnaie qui vient clôturer le processus d'intégration. On a commencé par là. Ah oui, nous on a commencé par la monnaie et le débat est déjà poussé depuis donc l'origine. C'est quand on a tout réglé du point de vue intégration par les facteurs de production, intégration par le marché, politique commune aussi, qu'on vise maintenant en principe à avoir une monnaie pour clôturer tout le processus. Il est plus difficile de créer une monnaie communautaire que de créer sa propre monnaie. Ne rentrons pas dans les débats de
critères de convergence. Nous en avons un peu brièvement soulevé cela à travers les soldes budgétaires, la stabilité des prix, l'inflation et la croissance. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette monnaie communautaire-là, que malheureusement ou heureusement est le CFA, et faire maintenant quelques petits ajustements. Il en ressort des différentes communications et apports qu'il faut dépassionner le débat en dissociant l'aspect technique de celui politique. C'était des grands moments d'échange sur la thématique du jour, mais aussi sur les enjeux de bonne gouvernance. Le rendez-vous est pris pour le samedi 11 novembre prochain pour la 5e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance qui se tiendra sur la thématique élaboration et exécution du budget 2018, rôle et participation des organisations de la société civile. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation de cette mini-édition. On rappelle que la grande édition est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Nous aurons donc l'occasion de revenir donc plus amplement sur le remaniement ministériel. Nous passons au sport. Avant de retrouver donc Judicaël Rouanou pour le débat, nous passons au sport. Jonathan Adessi nous dira que Ezaï FC a dominé la jeunesse athlétique de Cotonou. Les sports, Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadine. Ezaï FC domine la jeunesse athlétique de Cotonou. Oui, 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre opposant l'équipe de football des AE à la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques au stade René Pleven d'Apapa samedi dernier. Sous la pluie, Ezaï FC renoue avec le succès après avoir concédé 2 matchs nuls consécutifs, respectivement contre Dragon et Mamba Noir. On écoute Richard Billot, le coach du club de Clément Adéchian, forcément satisfait de son équipe. On avait en face 2 équipes qui jouaient réellement au ballon. Et cela, vraiment, le public qui est venu voir ce match ne peut pas être déçu du spectacle qu'on a offert à ce public ce soir. Satisfaction parce qu'au départ, je ne comptais pas sur certains parce que j'ai un certain nombre de blessés. Donc, j'ai fait jouer des remplaçants et ils m'ont convaincu. Pour le moment, je ne me fie pas trop au classement. Je sais que j'ai un certain nombre de matchs à jouer pour la phase de retour. Alors, je les entame 1 à 1, c'est tout. Hors du territoire national, quelques résultats des 5 grands championnats. Oui, en Ligue 1 française, le PSG a étalé une nouvelle fois sa puissance offensive en dominant cette fois-ci Nice sur le score de 3-0. Son dauphin, l'AS Monaco, s'est remis la tête à l'endroit avec une victoire convaincante 2-0 contre Bordeaux. L'Olympique lyonnais a aussi fait le job face à Metz sur le même score grâce à un doublé de Nabil Fekir. En Espagne, les tensions politiques n'ont pas empêché le FC Barcelone de disposer de l'Athletic Bilbao 2-0 et le promu Gérone de faire tomber le Real Madrid 2-1. L'autre club de Madrid, l'Atlético, a elle concédé le match nul à domicile face à Villarreal 1-0. En Angleterre, Manchester United s'est offert Tottenham grâce à Anthony Martial 1-0. Son voisin City continue son show avec tout de même une victoire difficile 3-2 contre West Bromwich Albion. Enfin, une première réussite pour Claude Puel sur le banc de Leicester avec un succès 2-0 contre Everton. L'Italie pour finir avec la victoire de la Juventus face à l'AC Milan 2-0 et le succès de Naples 3-1 face à Sassuolo. Et puis Jonathan Adessi, après Messi et Didier Deschamps, Daesh cible Neymar pour le mondial russe. Oui, l'État islamique a diffusé un nouveau message inquiétant qui cible cette fois-ci Neymar après avoir menacé ouvertement Messi et Didier Deschamps. En effet, Daesh semble avoir une dent contre le football et les footballeurs. L'organisation terroriste indique qu'elle allait frapper lors du mondial 2018. Le procédé est toujours le même, un photomontage et propagande diffusé à travers divers canaux du groupe islamiste. Dans cette nouvelle mise en scène obscène, on voit l'ancien joueur du Barça Neymar agenouillé en pleurs en train d'attendre son exécution. On remarque d'ailleurs à côté de lui le corps de son ancien coéquipier Lionel Messi ainsi qu'un bourreau vêtu de noir. Un mode opératoire classique de Daesh qui semble bien décidé à frapper le football et ses acteurs lors de la Coupe du Monde en Russie. Merci à vous Jonathan Adessi pour ces informations sportives, mais bien loin de Messi, de Didier Deschamps ou encore de Daesh ou de Neymar, nous parlons politique au Bénin avec le remaniement ministériel du président Patrice Talon. Nous ferons le débat avec Judicaël Rouanou. Le débat sur Frématin, Judicaël Rouanou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de l'informateur, Kader Achir Rouanou, bonjour. Nous parlons donc du remaniement ministériel du président Patrice Talon. Quelques entrées, quelques sorties également. Comment vous analysez donc ce gouvernement, Judicaël Rouanou? Il faut dire d'abord que ce gouvernement est beaucoup plus technique que politique. Et ceux-là qui ont passé le temps
a fait la cour assidue au président de la République ont échoué. Et parce que nous n'avons pas vu de grandes têtes de pompe, de grands partis politiques entrer au gouvernement. C'est vrai, il y a eu l'entrée de Kako Maounion, qui a toujours évolué dans l'ombre de Mathurin Nago. Donc il n'est pas aussi fort que son patron, il n'est pas aussi fort que celui-là qui le porte, mais quand même c'est le FDU qui entre. Et on a vu aussi l'entrée de Modeste Kérékou. Et Modeste Kérékou, il faut dire que c'est beaucoup plus les liens d'amitié avec le chef de l'État. Modeste Kérékou est maternellement d'Agoni. Et il doit être très proche de la famille du chef de l'État. Les deux entretiennent quand même depuis des années une amitié sincère, dont je pense que c'est beaucoup plus la prime, parce que depuis une fois député, Modeste Kérékou n'est plus aussi actif sur la scène politique. Donc on ne voit pas dans ce gouvernement les barons politiques. Et ce que l'on remarque tout de suite, c'est que le divorce avec l'allié du second tour des élections présidentielles, Sébastien Adjavon, a été confirmé, parce que tous les ministres de Adjavon ont été débarqués. Et on a le ministre Kokou qui est parti, on a la dame de la communication qui est partie et celui de l'agriculture aussi. On ne peut pas dire que ces ministres au cours des 18 mois passés aux côtés du président Patrice Talon démérités, mais il fallait quand même régler les choses. Il fallait mettre en place une équipe de combat pour pouvoir, pas forcément une équipe de confiance, parce que nous évoluons vers la fin du mandat déjà et le président Patrice Talon n'a pas encore avisé. En 2021, bon, il a en 2021 quand même un bilan à défendre, et pour défendre ce bilan, il faut s'entourer de gens de confiance, de gens engagés et déterminés. Quand je parle de gens de confiance, de gens engagés et déterminés, et on a vu aussi celui que moi j'appelle le dernier de la classe, Anjunko est parti, dernier de la classe, parce que tout le temps il a fait, le secteur de la culture n'a pas bougé. Le secteur de la culture n'a pas aussi bougé. Et c'est les derniers jours on a remarqué qu'on a commencé par nous parler de Nollywood, des acteurs du Nigeria venus, mais le secteur de la culture, Anjunko a passé tout son temps à entretenir la polémique, à faire la guerre avec ses cadres, et le département ministériel n'a pas bougé. Et ce qui a fait qu'on a senti que réellement il est le dernier de la classe et que le président de la République a peut-être sorti à contre-cœur, parce qu'il n'a pas mis une autre personne à sa place. Il a juste reversé son portefeuille à un jeune prodige, à Edward Omeki. Donc ça prouve réellement que Anjunko n'a pas été à la taille, et que Edward Omeki, qui quand même a pratiquement les mêmes départements ministériels que lui, parce que les deux gèrent des associations, les deux gèrent quand même des hommes, l'autre c'est le football, lui ce sont les artistes, l'autre a réussi, on a vu, et Omeki a réussi quand même à renaître le championnat, et sous lui les écureuils, certes le Bénin a ses problèmes au niveau du football. Ça c'est pas lui qui les a inventés, ces problèmes. Non, du tout pas, mais les écureuils ont été quand même un peu plus évolués sur les pelouses, et plus qu'autrefois sous Edward Omeki. Donc on lui reverse ça, c'est pour redorer le blason, c'est pour enlever de sous la terre ce que... Et l'autre départ aussi, c'est le ministre Lazare Serpetor. Lazare Serpetor, effectivement. Lazare Serpetor. Bon, qui a été remplacé. Qui a été remplacé. Il y a eu beaucoup de boulangeries et de pain. Bon, il faut dire que Serpetor, juste après les élections présidentielles, a des problèmes avec des membres du gouvernement, surtout avec le garde des Sceaux, c'est un secret de Polichinelle. Et le garde des Sceaux étant très proche du président de la République. Le président de la République qui veut quand même mettre en place une équipe de gens engagés, de gens de confiance et une équipe d'harmonie, ne peut pas laisser ce quiproquo perdurer. Parce que Lazare Serpetor n'était aussi pas en bon terme avec l'ancien ministre de l'énergie. Non, pas de l'énergie. Les deux rivalisaient sur le terrain. Politique, on voyait Romain régulièrement dans le fief de Lazare, qui quand même à des moments donnés disent que ce n'est pas décent qu'il vienne jusqu'à lui, jusque dans son village, sans pouvoir l'avertir. Donc on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si le président Patrice Talon, je pense que c'est à juste titre qu'il a fait ces réajustements. L'autre chose... On reparlera du cas Pascal René Koupaki. Oui, certainement. Parce que c'est quand même un cas un peu spécial. Kader Achirou, vous nous dites comment vous analysez rapidement le gouvernement. L'analyse que j'en fais de ce gouvernement remanié le vendredi dernier par le chef de l'État Patrice Talon est une analyse plus ou moins terne dans la mesure où le gouvernement est tout aussi politique que technique. Politique parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des noms qu'on a longtemps
préentendus, qu'on a annoncé leur entrée pour leur entrée au gouvernement Talon, qu'on peut dire que le gouvernement n'est pas politique. Il y a eu des gens qui ont été envoyés dans l'ombre par des émissaires politiques et il y a des gens qui sont des techniques, des technocrates qui ont été conviés à la tâche. Quand on prend la structure du gouvernement et qu'on voit les départs, je veux tout de suite parler automatiquement des 3 ministres de Sébastien Germain-Ajavan qui sont partis, je pense que là, il faut quand même dresser une satisfaction au chef de l'État parce qu'au-delà les rapports qu'il a avec le Sébastien Germain-Ajavan qui ne sont pas du tout agréables au fond, mais il faut voir aussi l'éthique qui recommande quand même à ce que lorsque vous appartenez à une formation politique et que le leader charismatique de cette formation politique vous demande de vous retirer, de battre en retraite par rapport à la mission qu'il vous a confiée, il faut quand même être fidèle à cette mission. Patrice Talon a peut-être tiré la leçon de savoir que ceux-là, ça veut dire que demain, lorsqu'il fera mieux vivre ailleurs et que je les envoyerai quelque part pour me défendre, pour me représenter, que je leur rappellerai, ils ne reviendront pas. Donc Patrice Talon a posé cet acte pour quand même donner une leçon à ces 3 ministres. Quand on vient au niveau du ministère de l'Agriculture, Gaston Dossoui est installé aujourd'hui. D'aucuns disent que c'est le cerveau, pour ne pas dire c'est lui qui a élaboré le programme d'action du gouvernement volet agriculture. Lorsqu'on prend l'entrée de Modeste Kérékou, qui est quand même une preuve de ces réformes entreprises au niveau du FNPEJ, lorsqu'on prend quelqu'un comme Oswald Mouneki qui aujourd'hui cumule au moins 3 titres, je dis 3 titres parce que pour le sport c'est autre chose pour moi, le tourisme c'est autre chose et la culture c'est autre chose. Mais par rapport à ce jeune ministre qui a quand même prouvé ses talents au niveau du sport béninois, qui a essayé quand même de concilier tous ceux qui avaient des intérêts nombriliques et qui ne s'entendaient pas, il a essayé un peu de les concilier, c'est quand même une grande prouesse. Mais au niveau de la culture, je pense que c'est la mission également que le chef de l'État veut lui confier, essayer quand même de concilier ceux qui au niveau du ministère de la Culture ne s'entendaient pas, ceux qui au niveau du ministère de la Culture ne fumaient pas le calmé de la paix. Au niveau du ministère du Tourisme, il faut quand même, vous savez qu'il y a beaucoup de projets qui sont là à ce niveau et je pense que ça fait partie de la grande confiance que le chef de l'État a eu en ce jeune homme depuis sa candidature jusqu'à son ascension à la magistrature suprême. Le cas pour Pascal Kwaki, j'en revenais peut-être tout à l'heure. Lorsqu'on prend les gens comme Joseph Djogbenou, ça m'étonnerait pas qu'il parte. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un comme Aurélien Agbenossi, malgré la bourde de la diplomatie dernière qui frise un peu à de l'amateurisme, quand bien même il faut le reconnaître à l'homme, même si on le dit qu'il a bourdé la dernière fois, il a eu à organiser de grandes rencontres à l'échelle internationale au chef de l'État, que ce soit au niveau du Kenya, au niveau des grandes assises internationales. Il a eu quand même à avoir des organisations réussites à ce niveau. Lorsqu'on prend le ministère de la Culture, le ministère de l'économie numérique, nous avons une femme, une jeune dame très jeune qui a fait son entrée aujourd'hui à Dangli. Je pense que à ce niveau, le chef de l'État a essayé quand même d'amener un personnage plus ou moins nouveau, compétent, pour essayer quand même d'apporter un plus à l'économie numérique du pays. C'est quand même bien. Quand on veut aller plus loin et qu'on va au niveau du ministère de l'industrie où on a essayé quand même d'apporter également une autre dame, je dirais que c'est quand même bien. Quand même, il y a aujourd'hui 4 dames, mais on ne sent pas la connotation forte de la parité qu'on aurait souhaité dans le gouvernement. Quand même, je le dis encore, le chef de l'État à l'entame de son quinquennat, elle a déjà dit très tôt, le lendemain du 7 avril 2016, si j'ai bonne mémoire, que son gouvernement et ses premiers gouvernements ne seront pas des gouvernements formés de politique, mais plutôt de technocrates, parce que la tâche est rude et qu'il fallait retrousser les manches pour aller de l'avant. Il avait dit aussi que l'équilibre régional ne se ferait pas parce que les tâches et les besoins pressants qui s'y affairent ne permettait pas que l'on puisse prendre du temps pour tenir compte de ces paramètres. Je pense que en toute sa globalité, c'est ce que l'on peut voir. Et je pense qu'à travers ce gouvernement aussi, le chef de l'État lance un message fort à la classe politique pour faire comprendre également qu'on n'est pas censé être au gouvernement avant de faire de la politique pour un chef de l'État. On n'est pas censé être nommé ministre avant de faire de la politique pour un chef de l'État, pour de faire la promotion ou peut-être le culte de la personnalité d'un chef de l'État quand vous avez ne serait-ce un petit poste qui peut vous permettre de sortir, d'aller faire des meetings et autres. Vous pouvez tout aussi accompagner les budgets. L'autre panel que je vais prendre pour finir très rapidement, pour que vous puissiez donner la parole à Roch, c'est par rapport à Lazare Sekwetor qui est parti. Je pense que ce départ est quand même un départ qui ne devait pas être, parce que lorsque Lazare Sekwetor, quand même, c'est différent avec le ministre Djogbenou qui est quand même secret de Polichinelle, avec cette discussion de fief avec Hervé Romain, je dirais qu'il faut voir au fond, au-delà des conjonctures politiques, il faut voir au fond les réformes que l'homme a entreprises au niveau du secteur, au niveau de l'industrie, avec les boulangeries, avec le Nigeria. Il a tenu des rencontres avec le Nigeria qui ont commencé par avoir des retombées un peu positives, et c'est cela même qui a suscité aussi le chef de l'État à ces rencontres et autres. Quand on voit tout ce qu'il a eu à faire et quand on voit le combat
que l'homme a eu à avoir dans le passé pour l'avènement du régime dit de nouveau départ, puis a fait de la rupture, je me dis c'était pas de la manière, c'était pas la bonne manière pour quand même le sortir du gouvernement. Espérons que le chef de l'État trouvera une autre stratégie pour quand même essayer de le récupérer comme il a pu récupérer d'autres, mais je le dis et je le répète, c'était pas quand même la manière, parce que quand on voit les réformes qui ont été effectuées, c'est bon. Et j'oubliais déjà la ministre de l'Enseignement supérieur qui a été confirmée à son poste parce que le chef de l'État a reconnu le mérite de ces réformes. Et Adigatou Matisse qui a quand même été un peu fragilisé aussi. Adigatou Matisse, je ne veux pas en parler parce que ça fait partie des personnes comme Saka Lafia et autres que je pense qu'on doit débarquer de son gouvernement parce qu'ils ne sont pas les seuls à être dans ce pays pour que tout le temps... C'est des personnes qui ont fait des guerres avec le président Talon, c'est normal après qu'ils reviennent. Le chef de l'État peut-être trouver un poste au niveau de leur ministère, le peut essayer de leur trouver un autre poste, mais je pense qu'il y a des jeunes, et je ils ont mouillé le maillot. Il y a des jeunes qui peuvent mieux faire le travail, il y a des jeunes qui peuvent mieux faire le travail. En tout cas, Adigatou Matisse a mouillé le maillot, il y en a d'autres également. Le miroir. Très émérite et compétente à son poste, et je pense qu'elle fait partie de ceux-là même qui sont allés voir le chef de l'État pour discuter avec lui de ce que le bagage est un peu trop lourd et qu'elle veut réellement se concentrer, qu'elle veut avoir un bilan. Je pense que nous avons eu des informations bien avant le remaniement qu'elle-même, elle avait déjà fait un plaidoirie et une plaidoirie dans ce sens. C'est quand même deux poids lourds qu'elle gérait, même trois, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, Okjudikaël Rouanou, on parlera maintenant des femmes, moins de femmes donc dans le gouvernement de Patrice Talon. Je ne suis pas très surprise. Patrice Talon a dit devant moi en personne qu'il ne va pas prioriser les femmes dans son gouvernement quand il a été élu. Et puis Pascal Koupaki, on parle de ces deux cas-là. Oui, en fait, il faut s'en tenir à ce que le chef de l'État a dit. Il dit, je ne veux pas faire de gouvernement de parité. Il peut arriver peut-être qu'il fasse plus de femmes que d'hommes, qu'il fasse moins de femmes que d'hommes. Il dit, je veux la prime à la compétence. Et on a vu... Et les femmes ne sont pas très compétentes dans notre pays, finalement. On a vu Patrice Talon, le premier gouvernement qu'il a formé, et ce gouvernement aussi, il a misé sur des poids. Il n'y a pas de poids dans le pays en matière de femmes? Non, même si on prend Ange Nkwe, qui aujourd'hui a démérité, c'est un cadre émérite. Bien sûr, c'est une grande valeur. C'est une grande valeur. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? On ne sait pas. Est-ce qu'il n'a pas été... Je ne sais pas ce qu'il a poursuivi pour tomber aussi bas. Non, je crois qu'il a d'autres mentalités en Nkwe et il n'arrive pas en fait à comprendre que les Béninois raisonnent complètement autrement. Bon, c'est parce que les Béninois raisonnent complètement. Quand vous arrivez dans un secteur et vous plombez tous les secteurs et que ça n'évolue pas, il faut aussi vous remettre en cause. Ce n'est pas ceux qui sont là forcément. Parce que l'intelligence de l'homme, c'est de faire tout possible pour bouger ce qui ne veut pas bouger. S'il était réellement fin, il devait pouvoir... Il bloque la défense tout le temps, il a bloqué. Les artistes sont dans la rue, il s'en fout pas mal. Il n'a pas trouvé la manière pour les concilier. Ce qui s'est passé au niveau de football, c'est plus béton qu'au niveau de la culture. Mais quand même, le jeune Ovad, qui n'a pas son âge, a su avoir la dextérité, a su avoir l'habileté de contenir... C'est un grand cadre. Je crois que le président Talon l'aime beaucoup de toutes les façons. Il ne démérite pas du tout. Le président n'avait pas mal vu, mais au finish, c'est peut-être le poste qui n'était pas fait pour lui. Bon, on va peut-être le dire ainsi. Donc, parlant des femmes, je pense que le président est dans sa logique. Il est resté dans sa logique. Il a dit pas d'équilibre régional forcément. Ceux qui peuvent faire le travail et ceux en qui j'ai confiance parce qu'après tout, c'est lui qui est élu. C'est lui qui va défendre un bilan demain. Alors qu'il n'a pas trop de femmes de confiance autour de lui, donc c'est normal peut-être. Pascal Koupaki. Bon, Pascal René Koupaki, c'est une surprise quand même parce que quand le gouvernement a été envoyé, tout le monde avait parlé de 22 membres. Quand le décret additif est arrivé, bon, il paraît que la Constitution le concède. Je vais encore fouiller pour voir si c'est vrai ou pas. Mais je pense que le chef de l'État a joué à la ruse. Il a fait ça habilement pour trancher un problème entre Pascal René Koupaki et Abdoulaye Biotchane. Ce qu'on retient aujourd'hui, Abdoulaye Biotchane vient à la tête du gouvernement. C'est clair et net. C'est clair sur papier. Le gouvernement envoyé pour avis consultatif du Haut-Parlement, c'est Biotchane qui est le premier en tête. Au niveau de la présidence, peut-être c'est Koupaki qui vient en tête. Parce que c'est lui qui est secrétaire. Maintenant, je ne sais pas si le problème est réglé. Peut-être qu'on dira que lorsque le chef de l'État n'est pas là, Koupaki René pourra répondre efficacement. Mais ensuite, ABT pourra lui dire également, je suis le numéro 1 du gouvernement. Mon frère, ce n'est pas toi qui va me donner des ordres.
comme ce qui se passe toujours. On verra ce qui va se passer à la longue, si peut-être ça va être corrigé, ou si le chef de l'État aussi a fait ça carrément. Est-ce qu'il n'a pas créé encore un autre imbroglio entre les deux? C'est vraiment confus, c'est vraiment tout flou, la confus situation. Et tout. Alors, Kader Achour. Par rapport au critère de parité que je l'avais évoqué tout à l'heure, le chef de l'État a été clair par rapport à cela. Il faut dire que les femmes aussi sont timides un peu par rapport à leur entrée en politique. Il y en a peu. Les quelques-unes qu'on remarque ne sont pas réellement des cadres émérites pour occuper ces fonctions présidentielles. Les quelques-unes également, ou d'autres que je vois déjà, préfèrent beaucoup plus rester à l'Assemblée nationale pour un peu bénéficier des avantages liés à ce titre. Ou elles ne veulent pas travailler avec le président Talon, c'est également possible. Il y a deux cas. On y va. Par rapport au cas Pascal et René Koupaki qui enfle beaucoup de polémiques, moi je peux dire personnellement, sans risque de me tromper, qu'il n'est plus membre du gouvernement pour la simple raison selon laquelle, déjà quand on prend la constitution du pays et qu'on voit la composition du gouvernement, chaque membre du gouvernement, même quand il y a nomination, quand quelqu'un est élu, le chef de l'État envoie avis consultatif au bureau de l'Assemblée nationale. Le décret portant nomination de Pascal et René Koupaki n'a pas été envoyé au bureau de l'Assemblée nationale. Et pour le dire encore, au niveau du décret qui a été pris, lorsque vous lisez déjà au niveau de l'entête du décret, vous voyez, décret portant nomination du secrétaire général de la présidence de la République. Il n'a pas été mis ce décret portant nomination du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il n'y a que dans la nomination, dans le libellé, oui exactement, que dans le libellé, vous voyez que le chef de l'État, on a mis le Pascal René Koupaki est nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Il faut dire que... Vous avez cité trois faits, donc pour moi, tout ça c'est touffu, c'est confus. Le président Talon n'a pas été clair. Il n'a pas été clair. On ne peut pas affirmer d'habitude de go que... Comme d'habitude, il n'a pas été clair. Mais quand on veut se baser sur les tests, on peut dire que Pascal et René Koupaki n'est pas du gouvernement. On peut attendre que les prochains jours nous édifient à travers les actes, faits et gestes que poseront le ministre Pascal René Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal René Koupaki. Comme je le dis, cette nomination fait taire quand même la polémique selon laquelle on se posait tout le temps la question de savoir qui est le numéro 1 ou le numéro 2 de la présidence de l'ancien gouvernement. Quand même le chef de l'État l'a affirmé publiquement qu'à l'époque c'était Abdoulaye Biotchane qui était son numéro 2. Aujourd'hui maintenant quand on voit la configuration et qu'on voit le poste confié à Pascal René Koupaki, on se demande s'il ne s'agit pas d'un renforcement. Parce que la polémique s'enfle à ce niveau. Est-ce que Pascal Talon a essayé de renforcer Pascal René Koupaki, ou bien il a essayé de l'humilier, ou bien il essaie peut-être peu à peu de le pousser vers la porte. Mais quand vous voyez la configuration, vous voyez le secrétaire général du gouvernement et qu'on voit les attributs conservé à ce titre, il s'agit que le secrétaire général de la présidence de la République s'assure de la liaison entre le secrétaire général du gouvernement avec les autres directeurs de cabinet et membres du gouvernement. Quand quelqu'un qui a ce poste et qui a cette marge de manœuvre, on peut dire qu'il devient en quelque sorte de façon un peu plus légitime dans un régime qui, même si notre constitution ne prévoit pas, et Bouni il a fait les postes de vice-président ou vice-premier ministre, on peut dire qu'il s'inscrit un peu dans cette dynamique et qu'on a essayé de le mettre dans cette marge pour lui permettre d'être patron des ministres. Mais comme je le dis, je reste toujours un peu dubitatif sur la question pour dire que les prochains jours, nous laisserons mieux dire davantage en attendant ce que voir les actes que vont poser le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal René Koupaki, et les politologues qui ont déjà fait leur analyse déjà de la situation, comme je l'ai dit, rejoignent un peu ma position en ce sens qu'on ne peut pas dire que même s'il avait été omis du gouvernement, on ne peut pas dire qu'il a été effectué et que même dans l'album photo publié déjà par le gouvernement et par la direction de la communication de la République, qu'il n'y ait pas la photo du ministre d'État. Et c'est bien dit album photo des membres du gouvernement. Il faut être précis sur les thèmes. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui jouer avec les mots. C'est vrai que le chef de l'État reste toujours confus par rapport à toute chose, mais comme je l'ai dit, quand vous prenez le décret, vous lisez déjà en tête, vous voyez, décret portant nomination du secrétaire général de la présidence de la République et non, comme dans le passé, décret portant nomination du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc je pense que c'est quand même un aspect très important qu'il ne faut pas du tout occulter dans ce débat. Il faut beaucoup le prendre en compte. Et je le dis, je le persiste, je insiste et j'en finirai là, qu'il faut attendre peut-être que les voix bien mieux indiquées de façon gouvernementale nous indiquent la mission qui lui est confiée, ou à travers ses actes et fonctions, on verra s'il a peut-être habilitation, peut-être même jusqu'à peut-être diriger un conseil des ministres en l'absence du chef de l'État, si vraiment on estime qu'il a le poste de toujours à ce niveau-là. S'il n'est pas membre du gouvernement, et si le décret, le libellé du décret tel que vous le dites, est qu'il est secrétaire général du gouvernement, de la présidence de la République, il ne peut en aucun cas
normalement, si on se respecte, diriger des conseils des ministres. S'il est vice-président ou premier ministre. Le vice-président, il risquera d'avoir un autre problème avec le vice-président informel dans ce pays-là. Le libellé n'est pas dit vice-président, le libellé n'est pas dit vice et premier ministre, le libellé dit secrétaire général de la présidence. Ministre d'État. Non, vous avez dit le libellé. La nomination. Le libellé d'abord, oui. Le libellé, ce que le libellé dit. Donc si le libellé dit ça, je pense qu'il n'a pas été renforcé du tout. Il a été simplement et purement fragilisé quand même. Fragilisé. Parce que on ne parlera pas d'humiliation, mais c'est un grand ministre. Pour moi, ministre reste au gouvernement. Maintenant, si le décret n'est pas ministre d'État, décret portant nomination de ministre d'État, et que c'est décret portant nomination du secrétaire, un secrétaire ne peut jamais être au-dessus d'un ministre d'État dans une république. Impossible. Merci à vous, Roch Judicaël. On va nous cadrer très rapidement. Très rapidement, je dirais pour compléter, pour dire que si Pascal Ironie Koubaki a porté ce titre, moi je le dis, je le pense, que le chef de l'État l'a renforcé, en ce sens qu'il a eu quand même à avoir un rôle très important aux côtés du chef de l'État. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attendons de voir, vous me donnez raison. On sait comment le chef de l'État renforce au Bénin. On sait bien comment le président Talon renforce les gens dans ce pays. Aujourd'hui, je pense que le président Talon a tranché, Patrick Talon a tranché, Abdoulaye Biotchani est le numéro 1 du gouvernement. En tout cas, sur papier, c'est assez clair quand même. Sur papier, c'est assez clair. Merci à vous, Roch Judicaël, Rouanou Kadera Chirou. Merci. Et nous aurons le temps de revenir encore sur ce plateau pour décrypter ce remaniement ministériel du président Patrice Talon. Nous allons prendre d'autres avis, d'autres confrères, d'autres rédactions. Merci donc à vous d'avoir fait le débat avec nous. Nous allons conclure cette émission. Vous remercier de nous avoir suivis. Prendre rendez-vous pour demain pour un autre numéro de Frématin. Portez-vous bien, restez fidèles à nos programmes sur les TV. Au revoir.